Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Ficelle spécial Jeep Elite. Donc c'est l'épisode 7 de la saison 3 chez Ficelle. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir 3 nouvelles voix dans ce podcast. On va commencer par Cédric alias Point Guard sur beaublanc.com. Ça fait très longtemps qu'on voulait t'avoir avec nous Cédric, bienvenue. On va avoir Vince qui est consultant marketing dans le domaine du basket et aujourd'hui qui travaille pour le club de Toulouse. Salut Vince. Salut à tous. Et on aura Arnaud qui était ancien general manager de Gravelines et aujourd'hui scout NBA si je ne me trompe pas. Arnaud, salut. Exactement, bonjour à tous. Messieurs, on va avoir un programme très chargé aujourd'hui. On va parcourir, on va faire un petit point. Donc il y a eu 5 journées pour certains, 2 journées pour d'autres. Mais on va faire un petit peu le tour de tout ce qui se passe sur le classement, sur les différentes équipes, l'état des lieux un petit peu. On parlera évidemment de l'Asvel avec la polémique Covid en ce moment. On ira un peu plus loin que ça. On essaiera de parler de sportifs pour l'Asvel. Et on parlera évidemment de la suite de l'année dernière, de la saison blanche, voir un peu si certains clubs ont réussi à relever un peu le niveau par rapport à l'année dernière. Et on terminera, si on a le temps, par le débat sur le plan market comme média de la LNB et de la Jeep Elite, voir si c'est quelque chose dans lequel vous vous engagez ou en tout cas que voilà, vous pensez que c'est porteur pour le basket français. Prêt à vous lancer, messieurs? On y va. Il y a des sujets sur lesquels je sais que vous êtes très très chaud. On va commencer peut-être juste sur le premier sujet. On va parler du trio actuel qui est en tête du classement de Jeep Elite. On a Boulogne-le-Valois, on a Bourg-en-Bresse et on a Dijon qui est invaincu, qui vient de faire sa quatrième victoire en autant de matchs dans la douleur un petit peu sur les 2 derniers jours, hein, un peu dans la douleur. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est la confirmation? Est-ce que ça va être le trio que vous voyez pour cette fin de saison ou en tout cas ceux qui vont truster le haut du pavé, Vince? Moi, me concernant, je pense que Boulogne et Dijon seront au rendez-vous d'ici la fin de saison. Par contre, je pense que Bourg-en-Bresse va décrocher et va aller un peu plus loin dans les playoffables, va descendre un peu dans les playoffables. Mais Boulogne, c'est pas une surprise. Ils ont recruté un gros coach, ça a l'air d'être assez solide. Voilà. Après, quid de la constance? Dijon, voilà, maintenant c'était la belle découverte de l'année dernière et je pense qu'ils vont confirmer, justement la belle, le beau début de saison qu'ils ont fait. Là. Donc tu vois rétrograder, tu vois que Bourg-en-Bresse va un peu Ouais, rétrograder. je pense qu'ils vont redescendre un peu. Je pense Dans les que 6. plutôt entre 4 et 7. Et voilà. Et puis, après le problème de Bourg, je pense que Zach Wright, c'est pas un meneur pur et il faut pouvoir, pour pouvoir vraiment gagner en constance, faudrait pouvoir avoir vraiment un meneur gestionnaire qui puisse faire tourner l'équipe et qui puisse justement assurer dans les moments chauds et dans les gros moments, quoi, pour pouvoir vraiment rester en constance. Voilà. En Arnaud, toi, termes de tu résultats. étais un peu en disant qu'il y aurait un top 3 et un gros pavé derrière, un gros peloton. Ouais, alors dans ce top 3, je ne voyais pas forcément Bourg-en-Bresse. Et pour Bourg, pour rebondir un peu sur ce que disait Vince, je pense que Bourg, leur parcours en championnat va beaucoup dépendre de ce qui va se passer en Coupe d'Europe pour eux. C'est la première saison où ils sont en Coupe d'Europe. Ça vient un peu couronner tout le travail qui a été fait ces dernières années. Et selon comment ils vont pouvoir gérer un peu les récupérations, les déplacements en Coupe d'Europe, ça aura un impact positif ou négatif sur leur saison. Donc effectivement, selon ce qui va se passer, pour l'instant, ils ont joué que 2 matchs, hein, je crois, en Eurocup, avant qu'ils aient des cas de Covid. Effectivement, ils pourront un peu décrocher si le parcours européen vient un peu puiser dans les ressources d'un effectif qui finalement connaît le club, est stable, est fidèle, est bien construit. Mais qui devra enchaîner les matchs. Et ça, c'est jamais facile. On peut rapidement se faire rattraper. On le sait, on le voit tous les ans. On peut rapidement se faire rattraper le samedi quand on a fait un gros match le mercredi. Donc, Boulogne, Dijon seront là. Bourg-en-Bresse, effectivement, peut décrocher, mais je ne les vois pas décrocher beaucoup. Effectivement, entre 4 et 7, ça me semble tranquille pour eux cette saison. De toute façon, en même temps, quel club n'a pas des cas de Covid et il y a aussi ça qui va aussi impacter les performances, hein. Peut-être que Bourg-en-Bresse va rester plus longtemps dans le top 3 en fonction des performances de toutes les équipes. Ça, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Ils n'ont pas été trop perturbés pendant la prépa. Ils ont fait une bonne prépa. Ils ont pu organiser en plus leur Einster, voilà, qui commence quand même à
avec une référence en préparation de saison. Donc voilà, ils n'ont pas été trop perturbés. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là aujourd'hui aussi. On n'a pas entendu Cédric sur ces trois équipes et sur le futur top 3, ou en tout cas ce que tu estimes comme top 3 à la fin, parce que vous ne m'avez pas donné l'équipe qui pourrait arriver dans le top 3 à la place de Bourg-en-Bresse, hein. Vas-y Cédric. Il n'y a pas de grand mystère. On est surtout surpris de ne pas avoir l'Asvel dans le top 3 dès maintenant, parce qu'ils ont quand même un effectif qui est pléthorique, qui est de qualité à tous les postes. Donc c'est un peu la surprise en dehors du top 3 qui ne soit pas là. Après, je suis assez d'accord avec tout le monde par rapport à Bourg qui va devoir gérer. Alors bon, heureusement, ils ont Fred Sarr en coulisses, parce que gérer une première saison européenne, c'est pas simple. En plus, ils ont pris un tirage au sort qui n'est pas le plus facile non plus en Eurocup. Donc ouais, c'est ça le gros point d'interrogation. Et pour revenir sur ce que disait Marius là, au niveau du meneur, ce que disait Arnaud, excuse-moi, pardon. Ce que disait Arnaud sur le meneur gestionnaire, ils ont perdu Gareth Sim qui fonctionnait super bien avec Peacock. Et c'est des automatismes qui les ont menés jusque-là, hein, parce que ça faisait plusieurs saisons qu'ils enchaînaient avec ce duo qui emmenait l'équipe. Donc, arriver à retrouver un équilibre et puis tenir la longueur. Ça, nous, on a vu l'Eurocup, ça demande au niveau de Limoges, c'est parfois des déplacements très, très compliqués. Quand tu vas à Kazan ou je ne sais pas où, en Russie, c'est des heures et des heures de bus en plus de l'avion, etc. Donc, voilà, pour une équipe qui découvre ça, bon, à voir. Ça sera d'ailleurs un autre débat qu'on pourra avoir, c'est ces fameuses fenêtres de compétition européenne, parce que parfois tu te retrouves à jouer des compétitions européennes en même temps que des matchs de championnat, et donc tu es obligé de diviser ton effectif en deux, donc tu prends plus de risques, voilà, à gérer deux compétitions de front. Si jamais il pouvait y avoir ce modèle du foot où la journée européenne est vraiment bien placée dans l'agenda, tu sais que c'est pas trop impactant, ça impacte mais pas tant que ça. C'est vrai que ça serait l'idéal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les compétitions se marchent un petit peu sur les pieds, évidemment, puisque l'Euroleague est aussi très indépendante et ne fonctionne pas en fonction des calendriers FIBA. Donc, c'est là où ça peut être problématique. Et bon, la guerre FIBA-Euroleague, de toutes les façons. L'Eurocup n'a pas modifié son calendrier, contrairement à la BCL qui a divisé les groupes par deux. Donc, ils se sont laissés des créneaux pour arriver à décaler des matchs en cas de problème Covid, etc. L'Eurocup a maintenu son calendrier initial. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont arriver au bout de leur match de poule? Parce qu'il y en a beaucoup. Ça va être la problématique de toutes les compétitions, surtout quand tu vas jouer dans des pays européens où la gestion de la crise sanitaire n'est pas la même, les règles ne sont pas les mêmes. Forcément. Est-ce que les frontières vont rester ouvertes aussi, quoi? C'est ça aussi, quoi. Après, normalement, pour les équipes professionnelles, c'est pas. C'est un peu facilité normalement, mais ouais, c'est un peu facilité. C'est pas ce qui bloque complètement. Ouais. On voit aussi que justement, plus il y a de déplacements, même en France, plus il y a de déplacements, plus il y a de bus notamment, plus il y a de cas de Covid, quoi. Donc le bus est a priori un peu un aquarium en termes de bouillon de culture avec le Covid et la Covid, pardon. Et c'est quelque chose effectivement qui ne va pas aider les équipes qui auront beaucoup de déplacements à faire dans la saison. Ça, c'est sûr. Voilà, privilégions le jet, comme aux États-Unis. C'est un indice carbone parfait. Il y a Claswell qui peut se le permettre aujourd'hui. Bon, de toute façon, là, ils n'ont plus personne à transporter. Du coup, pour le petit tour sur ce top 3, Boulogne, Levallois, Bourg-en-Bresse et Dijon. Donc, vous me disiez Boulogne et Dijon qui sont au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cet effectif parce qu'on a Boulogne, je crois que Fred Fautou a quitté Boulogne. Qu'est-ce qu'on en pense? Une belle continuité. Qui veut se lancer rapidement? Allez, j'y vais. Ouais, ils ont réussi à garder des joueurs qui connaissaient bien le club. Michino, Ross est toujours là en sortie de banc. Et puis Rob Gray, qui était l'attaquant numéro 1 l'année dernière, qui maintenant rentre dans une profondeur d'effectif un peu plus grande. Parce que quand on arrive à attirer Brandon Brown, Lau Konaté, qui revient d'Espagne, qui est un des meilleurs JFL facilement, quand on va chercher Alilovic à Orléans, quand Chikoko est là et bien là, voilà, on a un effectif pléthorique, on a des spécialistes comme Pinot en sortie de banc qui font que à chaque match, le coach Joris Dutch arrive à trouver des solutions, arrive à pianoter un peu sur son effectif et faire en sorte d'avoir un noyau dur qui est fait de Chikoko notamment, qui est encore dans le top 3, voire top 5 des joueurs du championnat aujourd'hui, qui a redémarré sa saison comme il avait à peu près fini la dernière.
Et aujourd'hui, les solutions qu'offre l'effectif de Levallois vont permettre de tenir sur la durée, selon moi, assez facilement dans ce top 3, là, sur ce podium du championnat qui permet d'aborder les playoffs après derrière assez sereinement. Boulogne qui va se transformer en gestionnaire sur la deuxième partie probablement de la saison pour rester dans le top 3 avec son effectif. Ça, c'était l'avis d'Arnaud sur Boulogne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez faire parler un peu de Dijon et de Holston. Boulogne continue son développement. Enfin, ils n'ont pas encore muté vraiment sur Boulogne. Ils jouent encore à Levallois. Mais voilà, on voit quand même que la masse budgétaire, la masse salariale donc aussi augmente. Et donc, du coup, ça leur permet aussi derrière d'être une zone attractive pour recruter des joueurs assez solides. Et voilà, et c'est vrai qu'ils vont être assez sérieux, quoi. Bon, on attend de voir les oppositions avec Monaco et l'Asvel, mais ça, il s'annonce assez robuste, assez solide pour la saison, quoi. Boulogne a déjà gagné à Monaco en plus en championnat, donc c'est une victoire un peu référence pour eux de gagner en principauté. Et puis derrière, ils ont enchaîné assez tranquillement, on va dire, contre Gravelines et contre Cholet. Donc bon, on dirait que malgré le Covid, malgré tout ce qui se passe, eux, ils ont déjà un rythme de croisière qui leur permet d'être sûrs de leur force, quoi. C'est vrai que du coup, tu veux rapidement parler de Dijon, parce qu'on a Arnaud et puis Vince qui vont parler de Alors, juste un mot sur Boulogne. Moi, je pense que c'est une équipe qui, elle, bénéficie de la Coupe d'Europe. Alors, eux, ils sont idéalement placés à Paris, donc au niveau transport, c'est vachement plus facile pour eux. Et avec un coach comme Zdovché, il sait très bien utiliser à bon escient le championnat pour la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe pour le championnat. C'est contrairement à Bourg, on a dit que ça pouvait être un problème. Je pense qu'eux, ils vont vraiment en tirer le meilleur. Et pour Dijon, pour moi, il y a un seul truc, il ne faut pas qu'ils cassent Holston, quoi. Parce que petit effectif, c'est un peu le all-in sur Holston. Et voilà, faut qu'il ait de bonnes chevilles, que tout tienne bien, quoi. Parce que derrière, je vois mal des solutions pour compenser un tel talent, quoi. Je vois Vince en vidéo qui hoche la tête et qui acquiesce. C'est vrai qu'il est clutch. Après, voilà, ouais, c'est sûr que l'année dernière, il y avait deux ricains sur les ailes qui avaient des qualités offensives. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi à remplacer ça cette année. Alors, je ne me souviens plus des noms des ricains. Derrière, il y avait Suleiman. Ulmer, il y avait Ulmer. Non, Ulmer, Ulmer et Suleiman, ouais. Ulmer et Suleiman, c'est ça. Et donc, est-ce qu'ils ont réussi quid aussi des qualités offensives sur les ailes de Dijon et de savoir ce qu'ils ont en plus de Holston, justement, parce que c'est vrai que il est très clutch, hein, il nous l'a fait en prime sur l'équipe contre l'Asvel, mais voilà, c'est ça, c'est que derrière, dans les moments chauds, hein, pour finir, pour crucifier une équipe en face, qui d'autre que Holston, quoi. C'est ça. Axel Julien, il est capable de le faire. Ouais, Axel Julien, il est capable de prendre feu, mais il peut pas. Voilà, il est au four et au moulin à chaque fois. C'est lui qui tient l'équipe, qui tient l'équipe sur ses épaules. Mais après, derrière, il faut un relais offensif, quoi. C'est ça aussi. Donc bon, on verra. Dernier petit mot, Arnaud, sur Dijon. Non, c'est dans la continuité. On voit que peu importe qui sont les joueurs qui changent autour de Holston, Julien et Chassang, voire on peut mettre Loum aussi là-dedans, on voit que ça continue de fonctionner. Donc c'est vraiment une vraie identité de jeu. Ils savent où ils vont. Ils ont fait en plus le Final Four de la BCL là, qui, je pense, a permis de gagner en confiance, de donner à ce groupe une confiance un peu supplémentaire. C'était déjà une belle aventure à vivre pour eux en début de saison. Et puis, on voit que Chase Simon et Jaron Johnson sont déjà un peu rentrés dans le moule que recherche Laurent Leniam. Donc, je ne vois pas, effectivement, comme disait Cédric, oui, sauf blessure d'un des cadres, je ne vois pas pourquoi il vivrait une saison particulièrement compliquée du côté de Dijon. Il y a un top 3 à surveiller, même si Bourg-en-Bresse, selon vous, va descendre un petit peu dans le classement. Pour passer à notre deuxième point, on fait un focus sur deux équipes qui n'étaient pas forcément très, très en point sur les dernières saisons entre Le Mans et Limoges.
On a un pur Limoujo, donc est-ce qu'il sera vraiment objectif sur l'état de forme de son équipe et sur, sur le futur et sur les prochaines semaines et les prochaines journées? Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on commence par toi, Cédric. Au moins, comme ça, tu nous donnes ton avis sur Le Mans et Limoges. Est-ce que pour toi, c'est un peu le renouveau de ces deux clubs en GP Elite? Alors Limoges, c'est un truc qu'on n'a jamais vu depuis 93. Garder 8 joueurs de l'année d'avant. Non, mais sans blague, il faut remonter à 93 pour avoir 93-94 pour avoir gardé 8 joueurs dans le même effectif. Voilà, avec un coach qui a un vrai objectif, qui intègre des jeunes. C'est du jamais vu. Nous, ça a toujours fonctionné au pétrodollar, etc., aux investisseurs chinois. Voilà, donc un petit peu de stabilité, on est très curieux, mais on apprécie. Et puis, on se rend compte qu'une équipe qui commence avec des automatismes, c'est intéressant aussi. Voilà. Après, c'est une autre problématique de ce championnat français, d'ailleurs. Ah oui. Et après, c'est clair que sur une bonne période, même sur 10 ans, c'est loin d'être l'équipe la plus talentueuse qu'on ait. Mais ils s'entendent bien. On découvre aussi, alors un truc qu'on n'a pas eu, c'est des Américains qui se plaisent, qui se mettent à parler français, qui s'installent, qui partagent, qui vivent vraiment le truc et qui ne sont pas là en mode mercenaire, comme la plupart des Américains, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble curieux, le Limoges de cette année, et qui, pour le moment, semble bien fonctionner. Alors, on ne va pas s'enflammer parce qu'on n'a pas joué les têtes du championnat non plus. Mais c'est agréable d'avoir un début de saison comme ça, plutôt apaisé. Ça évite les polémiques de début de saison déjà. C'est bien. On n'a pas viré l'entraîneur déjà, donc on prend ça. Il n'y a pas de problème de gouvernance. Parfait. Ouais, ça commence à prendre forme, on dira, mais c'est un nouveau cycle, c'est sûr. Enfin, je pense. Après, moi, si je me permets d'enchaîner. Vas-y. Moi, je trouve que Ludovic Beyhurst a l'air épanoui là-bas. Ouais. On a Nicolas Lang qui quand même a fait un début de saison de feu. Voilà. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est pas justement un feu de paille? Je sais pas. Je me pose la question. Je souhaite vraiment que Limoges revienne vraiment à un niveau, auquel il devrait être. Par contre, moi, je m'interroge vraiment sur Limoges. Savoir, je ne le mettrais pas forcément dans la même catégorie que Le Mans. Je mettrais plus dans une catégorie comme Pau, où c'est vraiment des institutions. Ouais, ça y est, tout de suite, Cédric, il ne fallait pas que je dise ça. Mais voilà, c'est des institutions du basket français qui sont en voie un peu d'extinction face à la concurrence locale du sport pro qu'ils ont. On voit à Pau, par exemple, la section paloise et comment dire, et puis derrière le foot qui pointe le bout de leur nez. Et à Limoges, on voit le hand qui commence à s'installer aussi à Beaublanc. Et face à ça, on sent quand même les clubs de Pau Orthez et du CSP Limoges un peu fébriles. Et donc du coup, est-ce que c'est pas le début de la fin pour ces clubs-là? C'est la question que je me pose. Grosse question, Arnaud. Ouais, je rejoindrai pas Vincent là-dessus, mais Pau, c'est un cas un peu à part parce que financièrement, ils ont dû faire des coupes pour construire un effectif pour essayer de tenir la route. Du côté de Limoges, en tout cas, en fait, je vois pour l'instant des joueurs qui sont vraiment au rendez-vous, Lang, Boutiel, des Marcus Nelson notamment, ces trois-là. Et puis derrière, il y a une marge de progression selon moi avec Guignard qui a été blessé, si je ne dis pas de bêtises, et puis qui va revenir en jambes. Phil Scrub qui peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait pour l'instant, même s'il est là, mais je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux et d'être un peu plus dominant sur certains matchs. Et puis Invernizzi qui doit retrouver la mire, parce que pour l'instant, effectivement, il n'a pas verrouillé le coude complètement, Hugo. Mais c'est quelque chose. Enfin, je me fais assez peu de soucis finalement pour Limoges. L'apport du banc, peut-être la profondeur de banc qui peut faire qu'à un moment, contre des équipes du haut de tableau, ça peut coincer. Mais on sent que Mehdi Mari a réussi déjà à mettre une certaine dynamique dans l'équipe, à remettre Jerry Boutielé vers l'avant. Parce que selon moi, c'est un profil qui doit quand même être plutôt dominant dans les raquettes de JP Elite. Donc, on voit que il y a eu la défaite
d'entrée contre Nanterre à Beaublanc qui aurait pu déjà mettre un peu de poudre sur la poudrière. Mais finalement, bon, gagner à Gravelines, gagner contre le Portel, gagner à Strasbourg, le dernier match, ça rétablit un peu l'équilibre et puis ça donne une atmosphère, j'imagine, un peu plus sereine de travail pour le staff de Limoges et pour les joueurs. Bah, C'est un bon mélange, hein, je trouve, dans cet effectif-là, de vétérans, et puis comme le disait Cédric, d'Américains qui, on le sent, ont envie de vivre une belle aventure à Limoges et de s'investir un peu plus que juste autour d'un ballon orange. Ce genre de victoire, c'est des victoires qui sont contre des équipes qui étaient du même niveau l'année dernière, mais qui font du bien à la confiance et qui permettent de construire et de se rassurer aussi pour bien lancer une saison, hein. Donc, c'est des victoires qui sont indispensables pour un état d'esprit, pour un collectif, pour que voilà, on se sente bien pour bien travailler le reste de la semaine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement bien valoriser derrière. Pour le Mans, Vince, tu disais que c'était pas la même catégorie que Limoges. Ouais, bah, interrogation un peu sur Le Mans. Moi, je les mettrais plus un peu dans la catégorie de Strasbourg où faut voir encore un peu, savoir si ça va prendre forme ou pas. Enfin, je sais pas ce que vous avez observé, mais on a un peu plus d'interrogations. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un cas non plus que j'ai approfondi, donc je vais laisser la parole aux autres sur ce cas-là. Cédric, du coup, toi qui peux comparer avec ton équipe. Pas très très bon sur Le Mans. Après, bon, c'est un effectif avec des gros points d'interrogation. Ils ont des joueurs, tu as Antoine Ito qui peut faire du fabuleux comme se rater complètement. C'est compliqué d'avoir un avis comme ça après si peu de matchs en s'intéressant pas plus honnêtement au Mans. Désolé, c'est pas trop mon truc. Par contre, je suis incapable de dire, comme Vince, si c'est plutôt comme Limoges ou pas comme Limoges. C'est encore un peu tôt. Peut-être qu'il faut encore quelques journées pour voir un peu la tendance. Arnaud? Bah, au Mans, ils ont deux certitudes, je pense, en tout cas sur ce que les joueurs ont montré en début de saison, c'est que Scott Bamford va mettre des points et va pouvoir être une vraie menace extérieure pour eux sur toute la saison, on leur souhaite, et que Ovisoko n'est pas que là pour les réseaux sociaux et qu'il est là aussi pour jouer au basket. Parce que Bamford a 17 points et demi à 44% à 3 points et Ovisoko 17,5 d'éval. Et franchement, avec des profils qui peuvent vraiment bien correspondre à la Pro A, ils ont eu deux victoires solides contre Strasbourg et contre Gravelines. Et on voit que, effectivement, comme vous le dites, hein, ça reste à confirmer parce que la quantité de matchs n'est pas hyper significative encore. On voit que Bigot est un peu plus en difficulté, que Vito Brown, qui vient de D-League, est encore en adaptation. Mais bon, on sent que c'est un effectif qui peut quand même tenir la route s'il trouve, comme je disais tout à l'heure, quand on trouve une vitesse de croisière un peu en saison, après, on est capable de passer les obstacles. Et eux, le mélange Naras qui découvre la proie et qui amène en intensité, le meneur aussi, Kamadjikin, qui est vraiment là défensivement pour donner le ton à toute l'équipe. Sur ce qu'on a vu du Mans pour l'instant, c'est plutôt encourageant, je trouve. Avec effectivement des points d'amélioration, mais ils en sont les premiers conscients, j'imagine. Et puis cette saison, eux, du coup, ils ont commencé, ils ont arrêté, ils recommencent. Bon, ce stop and go, c'est un terme à la mode en ce moment, mais ce stop and go est pas si simple à gérer pour les staffs, ça, je peux bien le croire. Malheureusement, je pense que ce sera un schéma qui va être répété chez plusieurs clubs de basket, même dans le monde du sport en général. Donc, en gros, si je vous écoute, on dit que Limoges est au bout des playoffables, potentiellement, genre aux alentours de la 8e place, 7-8, et que Le Mans est plus entre 8 et 10, plus milieu de panier. Je mettrais Le Mans au-dessus de Limoges, moi. Ah. Ouais. Bon, alors moi, je ne serais pas d'accord. Et quand on gagne 3 matchs de suite, théoriquement, on est champion d'Europe. Mais non, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui avait été dit sur Scrub. Moi, je crois que Scrub, il mérite d'être observé parce que si on regarde le match, ouais, c'est pas Holston, hein, il sera jamais flamboyant comme mec, mais par contre, sa ligne de stats derrière, c'est du béton, quoi. C'est plein partout, il y a des passes, il y a des interceptions. La défense se voit pas dans les stats, mais alors, waouh, le mec est là.
c'est un Américain, enfin c'est un Canadien, pardon, super intéressant pour notre championnat parce qu'on a l'habitude d'aller chercher des meneurs de D-League, des mecs capables de planter 30 points qui ne défendent pas un brin. Et là, c'est un peu l'anti-héros, ce mec, et c'est intéressant, quoi. Faut dire aussi que le niveau de jeu des Canadiens augmente ces dernières années. Hein. On Alors, voit, c'est un Britannique sur le site de la LNB, sur le site de la LNB. Hein. Donc, ils l'ont enregistré en passeport, britannique, mais peut-être que après, il y a beaucoup de Britanniques canadiens. Ouais, les frères Scrub sont canadiens quand même originellement. Ouais, c'est ça, Il y c'est a ça. Amour et puis Philippe. Après, c'est vrai que. Et un petit mot aussi par rapport à ce qu'a dit Vince sur l'extinction des dinosaures Pau et Limoges. Bon, alors sur Pau, je ne peux pas le contredire forcément. C'est même une logique. Voilà. Va falloir qu'un jour on ait un pro-Pau et un pro-Limoges dans ce. Voilà, il faudrait faire un battle. Ouais. Aller chercher quelques palois. Ouais. Mais pour Limoges, je voudrais insister que ce n'est pas du tout le même souci. Cette saison, là, ils sont en train d'éponger des dettes qui ont été creusées par l'ancienne gouvernance qui a quand même été, on va dire, au-delà des limites, qui a dilapidé un magot assez important que Fred Forte avait amassé. Et là, ils ont réussi à reconstruire. Alors, certains disent avec du pas cher. C'est pour ça que ça ne me choque pas de dire que oui, on vise une place de play-offable et si on l'obtient, ce sera déjà bien pour cette saison. Mais on compose vraiment avec des moyens limités. Moi, je trouve que vos choix ils sont pertinents. Hein. Vous avez beaucoup moins de mercenaires qu'avant, c'est-à-dire voilà. Enfin, il y a eu le cas de votre intérieur là. Pommier. Comment Grismet Pommier. Alors aujourd'hui, Grismet Pommier, voilà, c'est un gars qui est passé par la Pro B, il me semble, c'est ça. Et énorme. Ouais, voilà. Et donc lui solide. Demarcus Nelson, c'est quand même un cerveau aussi. Hein. C'est intelligent, Ouais, voilà, c'est ça. Cramé, quoi. C'est ça. Et voilà, donc ça me paraît quand même bien solide, bien équilibré dans le roster. Hein. Voilà. Est-ce que finalement Limoges prendrait pas la voie de ce que fait, de ce qu'a prôné Bourg-en-Bresse depuis de nombreuses années? Construire un projet, construire un socle de joueurs, faire monter des jeunes, essayer de se baser sur du vrai scouting plutôt que d'aller chercher des noms ronflants et payer cash. Est-ce que c'est pas finalement ça qui, on le voit aujourd'hui, Bourg-en-Bresse vous surprend vous, mais sont dans le top 3 aujourd'hui de cette type élite après quelques journées, on est d'accord. Mais voilà, est-ce que c'est pas aussi une direction à suivre? Bourg-en-Bresse et Dijon, à mon avis, font des envieux dans toutes les équipes qui sont derrière, parce que c'est pas que des projets sportifs en plus. Il y a souvent une dynamique d'ensemble qui fait que le club progresse. Et effectivement, il y a des clubs derrière qui ont peut-être moins de... On sent moins une poussée positive dans toute la construction, la structuration. Et puis, quand les résultats sportifs sont la locomotive, il faut réussir à mettre les wagons derrière. Et ça, les deux clubs ont bien réussi à le faire. Bourg a même peut-être mis les locomotives administratives et commerciales avant les résultats sportifs pour réussir derrière à avoir une équipe qui tient la route. Et franchement, l'effectif qui est construit cette année, ils ont pu le faire parce qu'il y avait une Coupe d'Europe. Et il est vraiment bien pensé, intelligent, expérimenté. Bourg, effectivement, j'ai dit qu'ils avaient décroché, mais ils ne vont pas décrocher de beaucoup, à mon avis. Et puis, la concurrence derrière, comme on en a parlé avant en off, moi, je vois un gros peloton derrière, dont font partie Le Mans et Limoges, c'est sûr. Moi, je ne suis pas sûr que, quand tu parles de locomotive, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait les choses à l'envers. Parce que dans la logique, ce serait peut-être former d'abord et ensuite, une fois qu'on a une équipe, qu'on a monté des jeunes structurés. Mais quand tu regardes Cholet et Le Havre, qui ont fourni ces 10 dernières années des joueurs dans tous les sens et qui derrière se font piller, et concrètement, l'équipe première, elle n'en bénéficie pas plus que ça, quoi. Cholet, ils ont attrapé un titre. Tu sais à qui tu me fais penser en disant ça, si je fais une comparaison foot, c'est Saint-Étienne. C'est typiquement le genre de club où tu as la formation, tu fais monter des jeunes et puis après un an, il n'y a plus personne parce que tous les clubs se les arrachent ou les récupèrent et du coup, tu passes ton temps en fait à faire monter des jeunes sans avoir de vraie valeur ajoutée ou de continuité dans l'effectif sur du long terme. C'est aussi là qu'il faut de l'administratif, qu'il faut leur signer des contrats tôt, que quand tu les vends, tu les vends, tu ne te les fais pas juste piller. Et c'est important, quoi. Mais allez, messieurs, quand on regarde Bourg-en-Bresse et Dijon, il y a une chose qui saute aux yeux niveau effectif, c'est qu'il y a une fidélisation des joueurs qu'on ne voit pas dans aucun autre club, quoi, sur 3, 4, 5 ans. Et à mon avis, c'est quand même une piste d'explication du succès de ces deux clubs-là.
en partie en tout cas. Bah, quand on le voit à Limoges, quand Cédric dit que ça fait depuis 94 qu'il n'y a pas eu 8 joueurs qui sont restés dans l'effectif Limougeau, ça peut être une piste effectivement de réponse sur le bon démarrage. Je pense effectivement. Après, Plus tu gardes les équipes, plus tu gardes les joueurs, plus il y a d'automatisme, plus il y a aussi cet esprit d'équipe, plus il y a une connaissance parfaite du jeu de l'autre et tu sais exactement comment t'adapter au fur et à mesure des matchs. Puis le public aussi les identifie vraiment parce qu'ils ont une lisibilité sur l'effectif. Donc ça permet aussi de mobiliser le public, de pouvoir interagir avec les joueurs parce qu'ils les connaissent, ils les ont bien identifiés. Et ça, c'est important aussi. Ça, c'est important aussi parce que on a toujours eu ce problème de lisibilité sur nos équipes du championnat parce qu'il y avait trop de ricains, parce qu'il y a ici, puis des ricains qui sont là en mode tremplin pour aller dans les pays de l'Est. Donc voilà, donc c'est vrai que là, ça c'est bien pour le basket français d'avoir des clubs qui réussissent à pérenniser vraiment leur effectif. On va juste enchaîner parce que le temps tourne et puis on a un gros sujet là qui arrive avec l'Asvel. Là, je vous vois tous rigoler. Vous pouvez pas les voir, vous, mais moi je les vois. Ils ont tous le sourire sur le sujet de l'Asvel et effectivement et de la gestion de la crise. Alors, l'Asvel, le contexte est très très difficile pour le club. Hein. Bon, déjà, il y a eu le changement d'entraîneur, il y a eu l'effectif à mettre sur pied, il y a eu l'Euroleague où il y a eu ce match perdu sur tapis vert 0-20 qu'ils n'ont pas pu disputer. Ils sont allés Finalement, il sera rejoué. il sera rejoué, autant pour moi. J'ai pas suivi Bourg-en-Bresse, c'est pareil. Pour Bourg-en-Bresse, c'est pareil. Et en coupe de France, là, du coup, à Caen, c'était aller-retour sans match disputé. 11 joueurs cas Covid. C'est compliqué pour l'Asvel. C'est compliqué ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis, effectivement, on va pouvoir ensuite déborder sur le cas Norris Cole et la gestion de ce cas positif au Covid en début de match. L'obligation de le jouer 40 secondes parce qu'il est dans le 5 majeur, des décisions, enfin un cas qui était connu avant le match qui aurait pu être évité, toute la polémique qui vient aussi autour d'Herman Counter qui est positif avec certains joueurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui montent autour de l'Asvel qui veut se lancer en premier. Je sais que Cédric il a un avis très tranché sur cette situation. Non, moi j'en veux pas à Norris Cole, j'en veux pas à Cholet non plus. À la Ligue, c'est hallucinant. Ils ont un représentant de l'ASVEL qui vient leur dire on a un test positif sur un joueur. La seule réponse, ça doit être il met un masque, il sort et voilà. Il sort de l'échauffement et basta. Il n'y a pas à le faire jouer 10 secondes, 40 secondes. C'est ridicule. Alors bon, on se doute bien que derrière, ça ne devait pas être le seul positif pour que la situation évolue comme ça au niveau de Cholet par la suite. Mais le simple fait de dire le mec joue, on respecte le règlement, on se croirait dans un formulaire de la Sécu, tu sais. Non. C'est fou. Et derrière, et j'insiste, désolé, monsieur Mimran, monsieur Béral, j'ai dit monsieur, qui ne communique pas dessus, quoi. La seule chose qui ressort, c'est une vague interview où on a quelqu'un qui nous dit c'est pratiquement une opportunité d'avoir eu un cas comme ça on va bien prendre en compte les prochaines fois. Léger pour une Ligue Pro, pour un truc qui se veut sécuriser, qui a des devoirs auprès de ses joueurs, auprès du public, auprès de plein de monde qui veut jouer la sécurité sanitaire, qui est censé fournir un protocole, etc. Et très, très, très léger pour moi. Bon, et pour compléter ton avis, qu'est-ce que tu penses du sportif, du coup, Cédric? Ah, l'Asvel, écoute, je suis surpris qu'ils n'aillent pas jouer quand même, parce que 11 joueurs, il doit leur en rester encore une quinzaine. Voilà, et non, pour moi, sur le papier, ils sont complètement injouables. Leur début de saison, c'est très, très surprenant. Maintenant, Parker, c'est pas Mitrovic. Hein, on a dit qu'on n'en parlerait pas maintenant. On a dit qu'on attendrait de non, voir. mais j'établis un fait. Parker n'est pas Mitrovic. Voilà. Et juste pour rappeler, sur le sportif, ils sont à 2 victoires, 2 défaites. Voilà. Oui, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient 2 victoires, deux défaites aussitôt dans la saison. C'est très, très, très surprenant. Et qu'un effectif comme ça n'arrive pas à ultra dominer la Jeep Elite, c'est même curieux, quoi. Vince. Après, je laisserai la parole à Arnaud qui était ancien GM de club pour voir un petit peu comment toi, ton approche était un peu différente. Moi, je partage l'avis de Cédric sur l'aspect commissaire qui aurait dû prendre ses responsabilités et aller au-delà du règlement parce que on est quand même dans un contexte sanitaire exceptionnel.
De là à remonter jusqu'aux dirigeants de la LNB, je n'irai pas jusque-là. Je pense que ça se fait, c'est sur le terrain et que le commissaire a dû prendre ses responsabilités et mettre le gars au vestiaire. Après, voilà, je pense que l'Asvel, ils se sont expliqués, enfin Fred Fautou s'est expliqué, ils ont prévenu le commissaire. Voilà, maintenant, ils lui ont dit, bah, vous jouez comme d'habitude. Et puis voilà, il a aligné 40 secondes, il l'a sorti. Mais il faut savoir aussi que, la Ligue, enfin les institutions en ce moment, que ce soit aussi la Fédé en National 1, je suis confronté, veulent à tout prix que les matchs se tiennent et qu'il n'y ait pas de report, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une pression sur la tenue. Ouais, sur les commissaires, sur la tenue des matchs et aussi sur l'application du règlement. Donc, le commissaire n'a peut-être pas forcément été judicieux à ce moment-là, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même une sacrée pression pour que les matchs se tiennent parce que c'est la vie des institutions qui sont aussi en jeu sur la saison, quoi. Donc voilà, il faut que les matchs se tiennent. Et tu es en accord avec Cédric sur le côté sportif, en tout cas, qu'ils devraient rouler sur le championnat avec l'effectif pléthorique qu'ils ont et que finalement, c'est un peu surprenant de voir ce démarrage? Moi, je pense que honnêtement, le coaching staff qu'ils ont fait à l'intersaison, ça manque de. Voilà, enfin, je pense qu'il faudrait mettre Freddy Fautou à la bonne place, je pense. Voilà. Voilà mon avis. Alors, Cédric n'est pas trop d'accord, mais je pense que c'est ça. Tu dis ça en comparaison avec TJ Parker, je pense. Mais Cédric, lui, je pense, serait plus du genre Fred Fautou, pas dans le staff. Ouais, non, mais me lancez pas, les gars. Non. Alors, voilà. J'aime beaucoup l'Asvel. J'aime beaucoup l'Asvel parce que je pense que ils sont une locomotive très importante pour le basket français, pour passer un cap, pour être présent en Euroleague. Et ça, c'est très important. De remettre déjà le basket français sur la carte européenne. Peut-être qu'il y a Paris qui viendra un jour aussi se greffer sur ce marché-là, parce qu'il y a un marché à Paris aussi. Mais pour en revenir à l'Asvel, voilà, c'est que ils ont bricolé l'intersaison. Donc il y a la petite Marine Fautou qui arrive à Lyon, donc on va prendre son père, on va faire venir son père derrière, comme un peu comme roue de secours de TJ. Voilà. Le problème, c'est que Mitrovic, il avait un charisme et c'était le plus charismatique de toute l'organisation, à mon avis, et ça posait problème. Et voilà. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas d'entraîneur. Là où c'est incohérent, c'est que Tony Parker mettait toujours le coach avant tout le monde. Hein, on l'a vu avec l'histoire Edwin Jackson. Et moi, je pensais que voilà, Mitrovic était le Greg Popovich, parce que bon, l'Asvel, c'est un dérivé des Spurs. Faut pas se leurrer. Hein. C'est un dérivé des Spurs. Donc, je pensais vraiment que Mitrovic allait être là sur la durée et allait être vraiment le Greg Popovich de l'Asvel, quoi. Et non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Là, on va demander à l'ancien dirigeant, qui est Arnaud, sur sa vision, en tout cas de l'Asvel et sur la gestion interne. Du coup, on t'a pas entendu, mais sur la partie polémique actuelle autour du Covid et du jeu de Norris Cole, mais même si c'est pas le seul, évidemment, parce qu'il y avait d'autres joueurs qui ont ensuite, 2 jours après, été positifs. Et puis sur l'état de forme de l'Asvel, même structurellement. Quel est ton avis là-dessus, Arnaud? Sur ce qui s'est passé à Cholet, j'ai pas la même version que vous. Parce que si on lit Chantal Julien dans Le Progrès, elle dit que le commissaire a eu l'information du fait que Cole était positif qu'en conférence de presse, une fois que Freddy Fautou l'avait dit en conférence de presse. Donc a priori, c'est l'Asvel qui a informé personne en fait. L'Asvel a eu l'info 2 minutes 30 avant le coup d'envoi. La feuille de marque était faite et du coup, le staff de l'Asvel a considéré que... Alors moi, je m'étais basé sur une interview de Fautou qui disait justement, on a informé la Ligue et j'ai fait mon travail. Ouais, donc il doit y avoir une confrontation de versions peut-être à faire là. Voilà. Parce que voilà, Chantal Julien, qui l'Asvel a-t-elle eu au téléphone? J'ai eu le commissaire tout de suite après le match, il a appris ce cas positif lors de la conférence de presse et est tout de suite descendu dans le vestiaire pour le dire aux arbitres. Personne n'était au courant pendant le match, que ce soit les arbitres et le délégué ou la table de marque. Pour l'anecdote, le test positif, ça renvoie la balle, mais... supplémentaire qui était fait pour le match d'Euroleague. Ouais. Si c'était tenu au protocole LNB, ils n'auraient même pas su. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est encore un autre sujet qui est lié, mais qui effectivement
Mais- amène à une situation effectivement que personne ne souhaitait, parce que même 40 secondes, a priori, c'était trop. Alors après, peut-être que la Ligue va demander à Cholet de prouver que c'est à cause de ces 40 secondes qu'aujourd'hui ils ont des joueurs positifs, je ne sais pas. Mais on voit en tout cas que tout le monde est pédale dans la semoule, parce que c'est une situation très très compliquée à gérer pour tout le monde, et qu'effectivement, Norris Cole 40 secondes sur le terrain, c'était probablement 40 secondes de trop, surtout en le sachant avant qu'ils mettent un pied pour l'entre-deux, quoi. Donc là-dessus, il y a un manquement quelque part. Moi, j'y étais pas. Effectivement, vous avez eu la première version qui était celle de Photux. Moi, j'ai eu les deux aussi, avec celle de Chantal Julien derrière. Qui croire, j'en sais rien. Et il faudra bien voir ce que la Ligue décidera après ça. A priori, de toute façon, là, il y a une levée de bouclier contre le protocole de la Ligue. Jean-Denis Choulet, voilà, ils sont plusieurs à en parler régulièrement. Et il va falloir que des vraies questions se posent, en tout cas sur le protocole et puis la saison en cours. Pour sortir du coronavirus, parce qu'on n'entend parler que de ça quand même. L'Asvel, sur le papier, c'est Cédric qui l'a dit, hein, sur le papier, ça paraît injouable. Aujourd'hui, effectivement, dans le jeu, ça l'est beaucoup moins. Parce qu'il y a la défaite contre Bourg-en-Bresse qui se termine en prolongation et ça, mais il ne doit pas y avoir de prolongation. C'est juste Antoine Dio qui prend feu et qui met 13 points, je crois, sur la dernière minute 30. Ils y sont pas, quoi, pour l'instant, dans le jeu. On sent que Mitrovic, tout passait par la défense, tout commençait par la défense. Et c'est comme ça souvent qu'on gagne à très haut niveau. Là, on voit que défensivement, pour l'instant, c'est pas installé. Alors, la faute à qui? La faute au coach probablement un peu, la faute aux joueurs peut-être aussi. On voit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore complètement intégrés dans l'effectif. William Howard, notamment, que Cédric connaît bien. On sent qu'il est un peu perdu, quoi, pour l'instant. Mathieu Strazel, qui avait sa chance à chaque match quasiment l'année dernière, là, on sent que dans son utilisation, c'est plus compliqué aussi, et que le gamin, du coup, a plus de mal à montrer ce qu'il vaut. David Laïti est un peu à côté de ses pompes aussi pour l'instant. Donc voilà, il y a un ensemble de choses qu'on peut mettre sur le staff, effectivement. Dans la durée, franchement, je ne vois pas l'Asvel quand même se casser la gueule complètement. C'est pour ça que je mettais Bourg un peu potentiel décrocheur dans ce top 3. C'est parce que je me dis que surtout, ce n'est pas forcément Bourg qui va décrocher, mais qu'à un moment, l'Asvel va trouver la formule pour pouvoir gagner des matchs, enchaîner des matchs, des victoires et puis remonter. Pour ça, il va falloir que tout le monde s'y mette en défense, et je pense que tout démarre de là pour l'Asvel défensivement. Après, dans la gestion des joueurs au quotidien, effectivement, quand on a un effectif pléthorique comme ça, on est content déjà d'avoir 2 voire 3 matchs par semaine pour donner du temps de jeu à tout le monde. Mais derrière, il faut que le temps de jeu se fasse au mérite. C'est ce que Mitrovic fait, c'est ce que Obradovic faisait à Monaco aussi plutôt. Et ce mérite-là, au moins, c'est un plan où tout le monde connaît les règles du jeu dès le départ. Si tu es bon à l'entraînement, tu joues. Il y a pas mal de coachs qui préfèrent prendre la hiérarchie, alors qu'elle soit du CV ou des salaires, pour mettre les minutes en face. À très haut niveau, je pense que c'est un système qui ne marche pas. Et que le mérite fait en sorte que c'est indiscutable pour tout le monde, et que ça donne vraiment une force au coach, une légitimité au coach de dire moi, peu importe comment tu t'appelles, peu importe d'où tu viens, peu importe par où tu es passé, si tu es bon à l'entraînement, si tu me donnes ce que je veux, tu vas être sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est une méthode qui est peut-être pas appliquée vraiment par TJ Parker et le staff de la Asvel, et qui déçoit peut-être ceux qui étaient là les années précédentes. KUD, Lighty, justement, sont peut-être un peu frustrés de ne pas voir que le mérite paye pas quand vient l'heure du match après. Tu parles d'Antoine Dio, là Antoine Dio, peut-être aussi, ouais, mais il s'est plaint l'année dernière de Mitrovic, de sa relation avec lui, de ne pas jouer. Aujourd'hui, il a eu le temps de jeu. Bon, il est bon, hein, il est plutôt bon. Mais Antoine Dio bon, ça ne suffira pas à ce que l'Asvel devienne bonne du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment qu'une dynamique se mette en place. Je trouve que niveau scouting, ils ont vraiment fait du bon boulot, parce que Aleric Freeman et Kevarius Hayes, ça aurait pu être beaucoup plus facile d'aller chercher des noms que tout le monde connaît, qui connaissent l'Euroleague, et puis de se dire, voilà, on leur donne l'argent qu'ils veulent, et on verra, parce que de toute façon, ils connaissent. Et puis là, ils ont pris quelques risques sur des joueurs qui ont des profils quand même intéressants, vraiment. Et puis derrière, quand on prend Lacombe, Fall, et puis Yabusele, normalement, on est quand même effectivement relativement vite injouable en Jeep Elite.
Donc, Alors, pour l'instant, je leur laisse le bénéfice du doute, mais il ne faudrait pas que ça dure trop quand même, quoi. en espérant que la situation se résolve rapidement pour eux en termes de Covid. Tu parlais de scouting. On va saluer Nico qui était avec nous l'année dernière sur Ficelle et qui était Nico le Mathieu. scout de Bourg-en-Bresse et qui ensuite est passé scout de l'Asvel justement. Donc gros Ouais. taf. Gros taf et une belle reconnaissance là dans ce que tu dis, Arnaud, en tout cas pour son travail et pour toute l'équipe de scouting. En tout cas, on pense bien entendu, là, on parle de la polémique, en tout cas, Norris Call, si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, on pense bien fort à tout le staff, et toute l'équipe de Cholet, du coup, pour tout ça, pour Herman Counter, effectivement, qui pourrait être à risque potentiellement. Donc, voilà, grosse pensée à tous ceux qui ont attrapé ça. Voilà, personnellement, je ne l'ai pas eu, donc je ne peux même pas dire, je comprends. Voilà, mais en tout cas, c'est jamais une situation qui est évidente, que ce soit pour un sportif ou même pour un individu. Donc, pensez à tous ceux qui ont été contaminés à ce moment-là. Sur le sujet suivant, il va nous rester un gros quart d'heure. Est-ce que on a des sujets qu'on peut faire, qu'on peut décaler, hein, le Cholet, Chalon-Reims, Chalon-sur-Saône, on peut attendre un petit peu pour voir comment ils évoluent. C'est peut-être un petit peu mieux d'attendre quelques journées pour voir. On pouvait se poser la question de savoir s'ils avaient été sauvés ou en tout cas s'ils avaient pu gagner du temps et se restructurer ou en tout cas améliorer leur effectif. On verra ça peut-être dans quelques journées. La question de Boulazac hier qui se posait, puisque ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué. Ils avaient joué une journée contre, par exemple, Strasbourg, qui en avait déjà joué 5. Et du coup, Boulazac a joué son match hier, défaite. Bon, ça aurait été compliqué de dire qu'ils allaient l'emporter à coup sûr. C'est difficile de pouvoir s'entraîner un mois sans. Voilà, pas de joueurs, tous contaminés, pas d'accès forcément aux infrastructures pour s'entraîner. Comment est-ce qu'on peut aborder ça très très rapidement dans une équipe? Peut-être Arnaud, tu peux peut-être nous en parler. Comment est-ce que on aborde ce genre de choses avec un effectif comme ça? Bah là, je pense qu'ils ont beaucoup subi déjà parce que il n'y a pas 36 solutions quand les joueurs sont positifs et quand je crois qu'ils ont eu un moment tout l'effectif positif en même Mm. temps. Donc, bah, on ferme les portes du palio ou du centre d'entraînement et puis bah, c'est fini pendant 15 jours, quoi. Et ces 15 jours-là, bah, pour les rattraper derrière, c'est difficile. On sait tous que les pré-saisons sont indispensables à mettre en place une dynamique de groupe, à mettre en place techniquement, tactiquement ce que le coach veut. Et derrière, c'est du temps qui est dur à rattraper une fois que les matchs commencent à s'enchaîner. Donc, bon, ils ont quelques joueurs d'expérience qui, hier soir, ont fait le taf quand même. Sosa, Yarou ont été plutôt dans le match. Mais ils vont courir après les semaines qu'ils n'ont pas eues là, pendant un petit moment, je pense. Ça ne va pas être simple. L'effectif est plutôt honnête, hein, mais perdre à domicile directement contre un adversaire direct, on va dire, pour le maintien hier soir, c'était pas forcément le meilleur moyen de démarrer, mais tellement, je trouve, de bâtons dans les roues avant de jouer ce premier match-là que ouais, il va leur falloir encore un peu de courage pour continuer à travailler, remettre le basket en place. Et puis que tout le club aussi se remette en mode championnat, je pense, parce que quand on vit une période aussi incertaine que celle qu'ils ont vécue, où vraiment tout est à l'arrêt, il faut se remettre la tête dans le guidon après. Et vraiment, j'espère que hier soir, le match a lancé leur saison, même si ça a démarré par une défaite. Juste avant de laisser la parole à Vince qui voulait enchaîner, il faut à peu près quasiment le même temps. Ils ont été arrêtés 2-3 semaines. Il faut quasiment un mois pour récupérer le niveau physique. Donc en termes d'entraînement, quand tu as des matchs entre-temps et qu'il faut quand même aller les gagner et qu'il faut aller chercher parce que sinon tu te mets vite en difficulté au classement, c'est pas évident forcément de se remettre la tête à l'endroit. Vas-y Vince. Non, bah, c'est vrai, enfin, je rejoins Arnaud là-dessus. Bon, nous, à Toulouse, bon, on est 2 étages inférieurs, mais on a été confrontés à ça. C'est-à-dire que bah, la préparation déjà a été difficile parce qu'on n'avait pas d'adversaire. Ils ont été touchés plus vite que nous, enfin plutôt que nous. Puis après, derrière, bah, on a été en quatorzaine, avec tout l'effectif en quatorzaine. Et donc là, ça a été dur. Puis après, bah, on annonce les mesures, aussi les mesures gouvernementales, le huis clos, le couvre-feu, tout ça. Donc
Ça joue beaucoup sur le moral. De reporter les 2 premiers matchs de la saison, ça joue beaucoup sur le moral des joueurs qui ont envie de jouer aussi. Même s'ils ne sont pas prêts physiquement, ils ont envie d'avoir une opposition. Et c'est vrai que plus la première confrontation est repoussée, plus derrière les joueurs, ça joue sur leur moral parce que ce sont des compétiteurs. Hein. Ce sont des joueurs professionnels. Donc après… nous, on a eu un peu le même schéma que Boulazac, c'est-à-dire qu'on n'avait pas joué depuis la Coupe de France le premier tour de Coupe de France contre Nantes. D'ailleurs, pareil, c'était compliqué de les jouer parce qu'on se demandait si le match a été reporté, si on n'allait pas faire comme beaucoup de clubs, c'est-à-dire carrément être forfait sur la Coupe de France. Il y en a qui ont fait l'impasse. Mais voilà, mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est difficile. Et voilà, et reprendre, faire son premier match de championnat tout en sachant que les autres ont fait déjà 3 journées et sachant qu'ils sont prêts et qu'ils sont lancés. En tout cas mieux. C'est difficile. Ou en tout cas, pas forcément prêt, mais en tout cas mieux, c'est sûr. C'est ça. Du coup, toi, Cédric, en tant que coach, parce que tu disais, tu fais un peu de coaching, comment tu ferais Modeste, mais comment tu ferais, tu vois, genre de cas, comment tu arrives à maintenir l'état d'esprit d'une équipe? Là c'est compliqué quand même comme situation. Tu t'arrêtes, tu repars. Moi, ce qui me marque, toi, on venait de parler de l'Asvel, un effectif de malade. Et là, derrière, tu prends l'effectif de Boulazac, là, tu regardes les noms un par un. Ils vont passer une saison. Ils le savent, de toute façon, c'est un peu le jeu tous les ans à Boulazac. C'est de créer l'événement tous les ans, de créer l'exploit pour se maintenir et repartir pour un tour dans un truc qui est surdimensionné pour eux, quoi. Et justement, l'ambiance, l'atmosphère dans l'équipe, ça joue vraiment là-dedans. Il faut arriver à créer un groupe quand tu n'as pas des talents, quand tu n'as pas les salaires, etc. Il faut arriver à créer un mouvement au sein de ton effectif pour qu'on soit en mode commando tous les week-ends. Alors quand en plus, si tu arrives un pépin, excusez le terme, hein, mais un pépin comme ça qui te coupe et la dynamique morale et la dynamique physique, c'est vrai que ça ne doit pas être simple à surpasser au niveau du groupe. Bon, en tout cas, on leur souhaite de pouvoir se remettre un peu à l'endroit et de pouvoir retrouver un niveau compétitif, en tout cas, pour pouvoir vraiment défendre leurs chances sur cette première partie de saison. Après, il y a un avantage pour eux, c'est que 100% des joueurs ont été contaminés, ils sont sortis de là, et du coup, eux, ils n'ont plus à se poser de question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être contaminé pour relancer la problématique, puisqu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, il n'y a que 5 cas au monde qui ont pu rattraper ça dans un délai assez court. Donc, en tout cas, pour le moment, on va dire que pour eux, c'est un peu, ils sont un peu sortis de tout ça. Il faut juste se remettre à niveau et de pouvoir se relancer dans la compétition, ce qui n'est jamais forcément évident. Dernier sujet. Alors, juste pour préciser, donc on aura le débat sur les Cholet, Chalon-Reims, Chalon-sur-Saône et même le Portel. Bon, là, le Portel est au milieu de classement, mais potentiellement voir ce que ça donne dans les prochaines journées pour voir s'ils ont réussi à se sauver par rapport à l'année dernière et la saison blanche. On parlera on fera un point entraîneur, savoir qui tire son épingle du jeu, qui, en tant que jeune coach, arrive à se mettre un peu plus en avant que les autres. Et on fera peut-être un point sur les joueurs, dans le sens où on regardera s'il y a une fournée de joueurs américains qui seraient meilleurs que les années précédentes, ou en tout cas des joueurs plus pertinents pour le championnat de Jeep Elite. Ça sera certains des sujets qu'on abordera dans le prochain épisode. En tout cas, aujourd'hui, on va ouvrir le vrai sujet qui a beaucoup fait parler depuis des années, ou en tout cas depuis qu'on a fait ses premières expériences du basket gratuit. On est passé ensuite à des versions sur des chaînes payantes. Les négociations ont fait que le projet s'est lancé sur du gratuit avec l'équipe, les lives sur Facebook, les lives sur la plateforme LNB, le YouTube. Du coup, voilà, l'idée c'est de savoir un peu ce que vous en pensez au point de vue plan marketing com. Est-ce que ça va servir le basket français? Est-ce que ça va servir la Jeep Elite? Cédric, toi, tu me disais que ça fait des années que tu prônes ce basket gratuit, ou en tout cas ce basket en clair pour tous les amateurs de basket. Oui, il y a des écrits, hein, attention. J'ai pas retourné ma veste au dernier moment. Non, c'est clair. Non, moi, ce qui me choque, c'est que c'est le plan C, D, E, F de la Ligue. Ils auraient trouvé un chèque intéressant chez un diffuseur ultra confidentiel, ils l'auraient pris. Donc, c'est vraiment dommage d'être arrivé
vraiment au pied du mur pour basculer sur un modèle qui peut nous donner de l'exposition et retrouver peut-être un niveau de popularité passé. Alors, peut-être pas autant que dans les années 90, mais sortir de la confidentialité. Je crois qu'on a fait le grand chelem de tous les bouquets sportifs, entre Pathé Sport, Ma Chaîne Sport, TP Star. TPS Star, SFR, Sport RMC. Plus. Enfin, les chaînes changeaient de nom tous les ans. Quand on changeait pas d'opérateur, c'est la chaîne elle-même qui changeait de nom. C'était un truc de malade. C'était impossible pour le public de s'y retrouver. Et on avait des abonnés à ça qui n'étaient qu'une poignée de fans. Voilà. Et des scores d'audience que la Ligue se refuse toujours à communiquer quelques années après. Là, il y a une interview de Mimran là, dans. Ah, je sais plus, désolé pour la source, mais voilà, qui explique que les chiffres, ils les ont, mais c'est compliqué de les donner, machin, vous comprenez, gna gna. Oui, bon, en gros, Il paraît qu'à une époque, il y avait plus de gens dans la salle que devant la télé. Ah oui. Ah ouais, nous, par des sources, on a su qu'il y avait des matchs télévisés à moins de 1000 téléspectateurs sur des bouquets payants, ils peuvent compter. Hein, donc, il y a peut-être même plus de monde en streaming que devant le match, donc c'est affolant. Et là, on revient à un niveau d'exposition qui peut être intéressant, mais il va falloir le soutenir, ce niveau d'exposition. Si les mecs, ils font pas des campagnes à côté pour le match à 21h, et là, ils se tapent sur le ventre en disant « Ouais, dans l'équipe, ils en parlent plus, parce que vous comprenez, on est plus visible, donc l'équipe, ils en parlent plus. » Ouais, parce que l'équipe, c'est eux qui le diffusent, donc ouais, ils en parlent plus. Mais tant qu'on ne sera pas sur les cartons de jus d'orange, sur des produits comme ça, des boîtes de céréales, qu'on n'aura pas des articles un petit peu en dehors de la presse spécialisée, pour promouvoir ça, il faut payer, il faut mettre des partenaires dedans, à mon humble avis. On a Jeep, pourquoi dans chaque pub Jeep, il n'y a pas un truc Jeep Elite, le match 21h le lundi, et trouver d'autres partenaires avec qui tu fonctionnes comme ça. Donc c'est super intéressant d'avoir réussi à basculer sur ce mode-là, y compris la plateforme OTT, mais c'est dommage d'avoir dû arriver à ça parce qu'ils n'ont pas trouvé un chèque raisonnable. C'est un très très bon sujet pour Vince. Ouais, Toute enfin, je cette... vais laisser aussi parler. J'attends aussi Arnaud parce Préfère qu'il a qu'Arnaud. été. Ok. Arnaud a été aussi des compétences marketing. Il a d'abord fait un parcours marketing avant d'être avant d'être GM de Graville. Donc, l'avis d'Arnaud m'intéresse. Je vais juste Vas-y. compléter Arnaud pour toi une autre question en complément. Toi qui as été GM, tu connais bien les sources de revenus d'un club de basket, notamment avec la partie droit TV, même si c'est pas non plus des sommes énormes, sont quand même des sommes qui arrivent. Voilà, comment est-ce que justement tu vois les choses aujourd'hui? Alors, si je parle en tant qu'amoureux du basket français pur, je suis tous les soirs ou presque devant LNB-TV du coup. Et c'est vraiment bien. C'est un outil qui est vraiment bien. Le niveau des commentaires, pour l'instant, n'est pas terrible. Je pense qu'il y avait une vraie piste d'amélioration là-dessus. Les commentateurs, le niveau est très hétérogène. Mais après, pour rebondir un peu sur ce que Cédric disait, effectivement, là, on est dans une stratégie maintenant qui est, on offre le spectacle du basket français au plus large public possible. Maintenant, il va falloir aller chercher les partenaires, les sponsors nationaux qui vont nous amener l'argent qu'on n'a plus de par le chèque des droits télé. Et je trouve cette stratégie plutôt logique pour un sport comme le basket français, parce que il faut d'abord montrer ce qu'on a à vendre avant de vouloir vendre à tout prix ce qu'on veut produire. Donc, j'espère que, enfin, je vois pas comment la stratégie de la Ligue peut pas être on met de la visibilité pour aller chercher des gros sponsors derrière, peut-être plus gros encore que ce qu'il y a actuellement ou que ce qu'il y a eu ces dernières années. Et si ça fonctionne avec cette stratégie-là, j'applaudirais parce que ça aura été bénéfique et ça sera bénéfique pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, en gros, les droits télé, hein, l'année dernière, je crois que c'était 100 000 € à peu près pour un club de Jeep Elite. Ça fait un joueur correct. Et 30 000 mais c'est €, pas ça la 30 000 priorité. pour je crois qu'il y a 30 ou 40 000 € pour 30 la ou Pro B. 40 pour la Pro B, c'est ça. Donc ça paye un joueur. Est-ce que c'est ça qui sortira le basket français du relatif anonymat qui existe? Non. D'avoir un Américain de plus ou un JFL à 30 000 de plus, non. Donc voilà, les clubs vont pouvoir encaisser le fait de ne pas avoir de droit télé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la Ligue a toujours reversé de l'argent via les partenaires nationaux qu'elle allait trouver, reversé au club, je veux dire. Et
du coup, aujourd'hui, bah, aussi d'aller chercher de par l'équipe 21 et de par LNBTV, l'équipe 21 LNBTV, parce que LNBTV, ça reste pour l'instant, je pense, un outil d'amoureux du sport qui sont déjà convaincus par le produit LNB. Mais bon, tout ça, ça me laisse quand même pas mal d'enthousiasme. Et puis, bah, il faut voir maintenant ce que ça va faire dans la durée. Il faut transformer l'essai, même si on n'est pas au rugby. Mais il faut transformer l'essai pour réussir justement à convertir le plus de monde possible au basket français, que ce soit des particuliers et puis des entreprises qui vont vouloir investir comme le rugby a pu le faire il y a quelques années et qui est la base de leur succès maintenant. Surtout, il faut que ce modèle soit appliqué sur plusieurs années. Tu peux pas dire je le fais pendant un an, je regarde ce que Bien ça sûr. donne et puis je repasse directement au payant derrière. Ça n'a pas de logique. Et on risque de faire plus de mal que de bien à cette visibilité, à cette médiatisation du basket français. Vince, Exactement. du coup, Ouais, du coup, moi je trouve que c'est une nouvelle orientation stratégique qui était attendue depuis au moins une quinzaine d'années. Derrière, moi, ce que j'aime, alors moi, je pense que c'était dans les scénarios de Michel Mimran depuis quand même quand il est arrivé. Il a bien réfléchi, il a bien écouté aussi le public du basket français, je pense. Honnêtement, moi, je scrute tout ce que Michel Mimran dit depuis, depuis son arrivée parce que ça fait un moment aussi que moi, je suis engagé sur les sujets marketing et que voilà, et que j'estime j'attends de voir si c'est l'homme providentiel ou pas pour l'exposition du basket français et puis pour les produits marketing qu'on pourrait faire tout autour. Mais je pense qu'il a un bon profil. Euh, Maintenant, c'est bien, l'équipe, c'est bien, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que dans sa stratégie, on ouvre tous les canaux. On ouvre tous les canaux. Donc, bon, c'est vrai que déjà, les 20 000 abonnés sur LNB TV en quelques jours, voilà, au moins on a déjà la fanbase du basket français. Après, il va falloir l'étendre sur le digital. À voir comment ils vont mettre en place ça aussi à travers les applications, les choses comme ça. Déjà, la nouvelle chaîne OTT est pas mal. Il faut voir les applications aussi mobiles et tablettes qui vont être sorties. Mais Michel nous l'a annoncé, donc voilà, il nous annonce. C'est un peu les annonces du Père Noël en ce moment. Il nous annonce plein de bons cadeaux, tu vois. Et puis il fait le service après-vente sur son compte Twitter, donc c'est merveilleux. Mais voilà, on ouvre tous les canaux. Donc l'idée, c'est de faire voilà, on change de modèle. C'est vrai que c'est surtout que derrière, c'est bon le moment pour le faire parce que les chaînes privées vont mourir. Bein Sport, RMC, derrière n'arrivent pas à amortir leurs investissements. Et derrière, on regarde la catastrophe Mediapro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé leur échéance d'octobre à LFP. Donc là, la LFP cherche en catastrophe justement un diffuseur. Tout en sachant que c'est 42% des budgets des clubs pro de foot. Les droits télé. Donc, il y a une grosse dépendance des droits télé. Donc, c'est pas plus mal pour le basket français, pour le modèle qui a été assaini les 10 dernières années aussi, puisque le basket était ultra dépendant aux subventions il y a encore 10-15 ans. Aujourd'hui, le sponsoring a vraiment évolué. Et pour justement encore étendre vraiment cette évolution du sponsoring, je pense que l'accessibilité au basket français est important. Tout en sachant que nous, on a un autre championnat qui nous fait de l'ombre énormément et qui représente 95% du marché en France, c'est la NBA. Donc voilà, les gens sont prêts à payer pour de la NBA et derrière, le basket français subit un peu ça. Donc je pense que ouvrir les canaux, tous les canaux, que ce soit digital, au niveau digital, que ça soit l'équipe en prime, que ce soit les grandes affiches de l'équipe, et que derrière, il y a une transversalité sur tous les supports de l'équipe, c'est très bien. Et surtout aussi, ma chaîne sport fait un très bon travail. Ils ont recruté une bonne équipe de commentateurs avec Lucas Nico qui est vraiment pas mal. Angelo Tsakarakis que j'embrasse aussi. Mais voilà, on a de la qualité aussi sur Sport en France.
peut-être que Sport en France d'ici 2024 pourrait évoluer aussi et atterrir sur une chaîne. Le CSA pourrait le positionner sur une chaîne genre France 4 ou France O qui sont en train de disparaître, et Sport en France pourrait atterrir là. Dans l'optique Paris 2024, on ne sait pas. Mais voilà, il faut être optimiste. On peut être qu'optimiste avec ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a eu la valse des chaînes privées depuis une vingtaine d'années. Et on manquait de lisibilité. À chaque fois, il fallait aller sur un autre bouquet, il fallait changer de bouquet et tout ça. Même si RMC faisait du très bon boulot sur le traitement du sujet, ça, faut le dire, c'est quand même du bon boulot sur le traitement du sujet. Mais voilà, nous, on a besoin d'exposition, on a besoin de se faire connaître. On est le deuxième sport collectif en France. On est à 800 000 licenciés et autres types de participation grâce au 3-3. Donc le 3-3 permet aussi de donner un nouvel élan au basket français. Donc voilà, tout ça, toute cette ouverture, elle s'inscrit justement dans le plan aussi fédéral. Et ça va vraiment bénéficier au basket français. J'ai une question pour vous trois, et peut-être plus pour... Bon, non, même pour vous trois d'ailleurs. La problématique, est-ce que ça serait pas aujourd'hui, bon, c'est très bien le plan de com global, national, etc. Mais justement, est-ce que la problématique n'est pas de passer d'une couverture médiatique locale à une couverture médiatique nationale, sachant qu'autour des clubs de basket, c'est vraiment du très local au niveau des supporters, et que généralement, il y a, allez, on va dire, il y a que Limoges ou même maintenant l'Asvel qui vont pouvoir regrouper une fanbase un peu plus nationale, ou en tout cas par le passé pour Limoges, parce que voilà, l'Oral Limoges en Coupe d'Europe, etc. Et puis l'Asvel maintenant avec la partie Euroleague, ouverture, joueurs américains, avec Parker, etc., forcément est plus médiatique. Qui veut se lancer en premier? J'ai vu que Cédric et Vince voulaient réagir. Juste, moi, je réagis tout de suite. Michel Mimran l'a dit dans son interview sur Bibasket il y a une dizaine de jours que voilà, il y avait déjà un travail de fait avec les antennes FR3, France 3, les antennes locales. Donc voilà, quand je dis ouverture de tous les canaux, c'est ouverture de tous les canaux. Et je pense que vraiment, il y a des bonnes choses qui vont arriver dans les prochains mois. Cédric, du coup, tu voulais réagir? Ouais, nationalement, Limoges, c'est du monde, hein. Enfin, nous, Beaublanc.com, on vit depuis 15 ans là-dessus. Tous les clubs te diront que quand ils reçoivent Limoges, ils font une meilleure billetterie. La télé est pas folle. Là, les 3 prochaines, on a reçu le programme de l'équipe. Les 3 prochaines diffusions, c'est Limoges. Parce que la dernière fois, ils ont mis Limoges et ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'audience, ça poussait. Donc, il y a encore du monde, hein. Alors, on vit peut-être encore sur les années dorées, etc. Mais il y a toujours du monde derrière dans toute la France. Alors, souvent des Limougeaux expatriés, mais il y a un vrai attachement. Parce qu'il y a beaucoup de Lyonnais expatriés partout, et pour autant, l'Asvel ne fait pas des gros Des scores émules. Voilà. comme ça. Ouais, ça score chez les plus de 65 ans, hein, c'est clair. Non, détrompe-toi, mon lapin, détrompe-toi. Non, mais je me moque. Non, on a beaucoup de monde qui vient lire, qui nous en parle. Et tu parlais justement, Étienne, du relais avec la presse locale. Et c'est vrai qu'il y a des vraies compétences dans la presse locale, ne serait-ce qu'en radio. Localement, tu as des gens qui sont très très bons pour commenter le basket, alors que l'équipe a été nous dénicher Benoît Cossé. Très gentil, hein, mais bon, il faut qu'il fasse du foot ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, après, je ne veux pas lancer le débat parce qu'on est tellement content d'avoir du basket visible que râler sur les commentateurs, c'est un peu mesquin. Un peu cracher dans ta soupe, quoi. Voilà, mais d'un autre côté, tu veux faire un beau produit et ton objectif, c'est de faire un produit pour bien le vendre, bah, ça fait partie de la constitution du produit, quoi. Si c'est mal commenté, c'est pas intéressant. Donc voilà, et en ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important qu'ils aient la démarche d'aller peut-être vers les compétences locales pour enrichir leurs produits. En tant qu'ex-GM de Gravelines, du coup, Arnaud, toi qui du coup avait une base, ou en tout cas une grosse base de fans autour de Gravelines, comment est-ce que tu vois ce genre de choses aussi? Tu penses que Gravelines pourrait développer son aura au niveau national? C'est pas si simple. Enfin, ça sera pas le premier étage de la fusée, en tout cas. Je pense que quand on est Gravelines, enfin, à peu près tous les clubs de Pro A, hein, il faut, quand je disais que la Ligue devait aller chercher des partenaires nationaux avec la visibilité de l'équipe, il faut que les clubs aussi en local aillent vendre le fait que que la Jeep Elite, pardon, est diffusée sur l'équipe 21, et que vous voulez de la visibilité, ben on en a pour vous, regardez. Voilà, donnez-nous
sponsorisez-nous, vous passerez sur l'équipe 21. Les premiers chiffres, je crois, du Dijon Asvel, là, c'est 350 000 spectateurs à peu près, téléspectateurs. Donc, il y a des chiffres en plus à donner à quelqu'un qui voudrait mettre de l'argent dans le basket français. Et je pense que le premier étage de la fusée, c'est ça, c'est que les clubs aillent chercher des ressources financières autour de chez eux, en s'appuyant notamment sur l'équipe 21. Derrière, en plus du travail qui se fait déjà, hein, bien entendu. Derrière, il va falloir effectivement qu'il y ait un mouvement, mais collectif, que l'intérêt général prime, cette fois-ci pour de bon, sur ce sujet-là, et que chacun y mette du sien pour justement promouvoir le basket français à son niveau. Et chacun, je pense, dans chaque club, a un rôle à jouer là-dessus, pour pouvoir mettre le plus de personnes devant la télé, pour pouvoir mettre le plus de personnes devant LNB-TV, et faire en sorte que petit à petit, il y ait une effervescence, un engouement qui se crée derrière. Mais, et puis ça revient un peu ce que je veux dire sur ce dont on a parlé avant, mais la fidélisation des effectifs, pas forcément des Français, hein, des joueurs. Et quelque chose qui va faire aussi qu'on va pouvoir, je pense, à un moment attirer des gens qui sont pas encore là et qui se laisseront séduire par le feuilleton du basket français. Et tout ça, c'est un travail, à mon avis, de fourmi qui va prendre du temps. Et comme disait Vincent tout à l'heure, et comme tu le disais, Étienne aussi, si on arrête le gratuit dans 2 ans, on aura à peine eu le temps de conquérir des nouveaux spectateurs qu'on les perdra parce qu'ils n'iront pas mettre 15 € sur une chaîne pour le basket plus, français. hein. Voire plus, oui. Si on parle de Media Pro, on est à 25, je crois. Ouais. J'ai un truc après, pour rebondir un peu sur le sujet OTT, qui m'intrigue pour l'instant. J'ai pas du tout la réponse. C'est à quel point Keymotion peut faire fuir des gens. J'allais en parler. Ouais. Sujet sensible. J'allais en parler. Mon œil est adapté parce que je connais Keymotion depuis que c'est arrivé en LNB, donc ça me choque pas trop et j'arrive à suivre un match sur Keymotion. Si je suis quelqu'un qui connaît pas le sport ou qui a besoin d'avoir un peu d'esthétisme pour accrocher l'écran, je suis pas sûr que Keymotion soit la bonne solution. Et quelle solution, du coup, il doit y en avoir qui existe dans le monde. Typiquement, tu prends quelqu'un, tu disais tout à l'heure, Cédric, c'est 95% de la compétition, enfin de 95% des gens suivent la NBA. C'est sûr que quand tu compares le show américain avec, avec la mise en avant du basket français, tu te rends compte du Keymotion et la qualité des caméras, les caméras qui tournent à 2 à l'heure pour passer d'un côté à un autre du terrain, que les highlights qui sont montés par les équipes sont des highlights propres à l'équipe et que tu vois pas les highlights de tout le match en entier et que tu vois que, par exemple, Pau, ils vont monter que les highlights de Pau, par exemple. C'est vite problématique quand tu veux essayer de mettre en avant du contenu de qualité sur les matchs et donner envie de regarder. Donc, effectivement, l'enjeu va aussi être à ce niveau-là. Alors, on voit que l'équipe vient avec ses caméras. C'est l'avantage d'avoir un diffuseur comme l'équipe qui vient avec ses caméras et qui, du coup, met une autre qualité d'image sur les matchs. Mais c'est vrai que si tu regardes LNB TV et que tu te bases sur la Keymotion, c'est quand même. C'est pas sexy, quoi. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Tu vois un attaque, tu vois défense puis attaque avec un mec qui traverse tout le terrain en contre-attaque, tu vois pas le panier à l'arrivée. Donc, c'est ça qui peut faire fuir des gens sur LNB TV. Donc, c'est effectivement tes 20 000 followers là, dont tu parlais, tes 20 000 abonnés dont tu parlais, Cédric, tout à l'heure, eux ont peut-être plus l'habitude, ou en tout cas s'en accommodent parce que ça leur permet de voir des matchs et qu'ils connaissent le jeu et puis que ça leur fait plaisir de regarder. Mais quelqu'un qui suit très peu, comment fait-il pour accrocher sur ce genre de qualité surtout qu'apparemment, je crois que le système est assez onéreux en plus pour les clubs, non? C'est coûteux. L'abonnement, ouais. L'installation a coûté pas mal et puis l'abonnement, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelques milliers d'euros par an. Donc voilà, c'est un autre sujet marketing, content, dont on pourrait parler et débattre pendant très longtemps. On pourrait aussi parler, moi je sais que je prône pour un League Pass à la NBA. Je sais qu'un League Pass ça coûte très cher, qu'il faut avoir les installations, qu'il faut avoir les commentateurs pour commenter les matchs, donc ça peut être très compliqué. Mais typiquement, tu fais ça plutôt que d'avoir un diffuseur pro, tu prends ça et tu fais un abonnement à 10 € pour voir tout, d'offrir le fait d'avoir des replays, le fait de pouvoir voir les matchs en condensé, le fait de pouvoir, tout ce genre de qualité de contenu dans le confort du téléspectateur. C'est une gestion asynchrone des matchs et de la diffusion des matchs. C'est peut-être quelque chose qui peut être étudié. Alors c'est trop tôt, hein. C'est trop tôt. Je pense qu'il J'imagine que la Ligue l'a en tête. Ouais. La Ligue l'a en tête. Il va y avoir pas mal d'écrémage, mais il faut au moins un cycle de 3 ans pour pouvoir justement écrémer. Un cycle de 3 ans hors contexte Covid. Hein.
Donc, faut voir après comment ça va être fractionné avec le contexte sanitaire actuel, quoi. Ils l'ont dit à la présentation, hein, sur la conf de presse, ils ont gaffé à la limite parce qu'ils ont dit bon, il y a une plateforme OTT qui va être gratuite pour le moment. Ça a glissé, donc tu sais très bien qu'à terme, c'est fait pour être monétisé, mais tant mieux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faudra que la gouvernance aussi reste et se souvienne. Parce qu'on a quand même vécu des années où on avait le contrat télé qu'on va aller rechercher maintenant, en proposant un spectacle médiocre avec des formules de finale de championnat sur un match sec, 10 champions sur 10 ans, des équipes qui gagnaient avec un effectif où ils avaient fait un gros chèque sur un Américain et qui gagnaient les playoffs comme ça. Enfin, on a vraiment eu un produit qui a été négligé pendant des années. Et aujourd'hui, on en est à tout reconstruire depuis le départ, à se remettre en gratuit pour espérer regagner ce contrat. Et le jour où on le regagne, il ne s'agit de pas oublier de ne pas refaire les erreurs du passé, quoi. C'est en GP qu'il y a j'avoue que là, c'est un souvenir qui me revient, mais c'est en GP qu'on évoque une seule partie de saison et qu'après ça devient un schéma de playoff un peu à la NBA. Non, c'est la Leaders Cup Pro B, ça, non? Je sais plus. J'avais entendu passer ça pour essayer de dynamiser un petit peu. C'est vrai Ce qu'il faut qu'après. savoir, c'est C'est dans le foot, c'est pas dans le foot? Ouais, peut-être dans le foot. Ouais. C'est pas Wenger qui a proposé ça? non, c'est Olas qui a proposé ça. Ouais, c'est ça. Ah, Oui, d'accord, oui. Olas. Juste pour revenir, ouais, donc le paysage audiovisuel du sport va quand même vraiment évoluer prochainement parce que comme je vous l'avais dit, RMC, beIN sont en grande difficulté et on risque de basculer sur les GAFA, hein, sur Google, sur Netflix, enfin quand je dis Google, c'est YouTube, hein, même Apple risque de se positionner parce que au bout d'un moment, on a trop spéculé sur les droits télé et on se retrouve déficitaire. Et donc, ça risque de pas mal évoluer d'ici 2022-2024 dans le paysage audiovisuel. Bah, si tu le disais, si France en sport, enfin sport en France, sport en France pouvait avoir sa propre chaîne sur la TNT en lieu et place de France O ou France France 4 4. ou France O qui vont lâcher des chaînes, effectivement, hein, donc ça pourrait être aussi intéressant. Bon, ça on verra, ça c'est plus long terme. En tout cas, déjà si les chiffres mis en avant par LNB et puis enfin non, du coup pas par la LNB, mais par l'équipe pouvaient permettre de voir un petit peu un aperçu de l'engouement qu'il y a derrière ces matchs de GP Elite, ça serait effectivement très intéressant de pouvoir le faire. Le seul problème aujourd'hui, je pense que c'est sur la programmation. On ne communique pas assez sur la programmation, on n'a pas de lisibilité sur la totalité, parce qu'on a ouvert tous les canaux. Mais par exemple, pour savoir à quel jour, quelle heure ça passe sur Sport en France, pour l'instant, on n'a pas encore assez de lisibilité là-dessus, je trouve. La problématique, c'est déjà la gestion du calendrier du basket français. On voit qu'une journée peut commencer un vendredi, peut se finir le mercredi ou le mardi. Enfin, ça dépend des journées. C'est très compliqué d'arriver à suivre. Donc, du coup, tu finis une journée le mercredi, mais tu as déjà le match du jeudi soir qui est la journée suivante. Pour se positionner et pour suivre voilà, par période ou pour un fan, c'est très compliqué. C'est vraiment en permanence, il y a du match. Quand tu vois que la Strasbourg a joué 5 journées et qu'il y a une équipe qui n'en a joué qu'une, pour arriver à suivre tout ça et à trouver l'intérêt sportif derrière, ouais, pour rester accroché, c'est pas forcément évident, effectivement, de se positionner. Si tu sors du contexte Covid, ils ont quand même essayé de regrouper ça sur samedi jusqu'au lundi pour le match qui est sur l'équipe. C'est quand même assez carré, je trouve, de ce côté-là. En tout cas, cette année, parce que c'est vrai que les années d'avant, c'était pas forcément la même chose, en tout cas. Hein. Après, tu es dépendant des Coupes d'Europe, tu es dépendant de décalage pour aider certains clubs. Je dis bien aider parce que par moment, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, ça en a sanctionné d'autres, hein, ou pour qui on n'a pas voulu déplacer le match par rapport à des critères de règlement. Et tu as des clubs qui se retrouvent à jouer 2 matchs en 48 heures à 2000 bornes d'écart, c'est pas possible, quoi. C'est pas Nanterre l'année dernière qui avait ça? Non, j'avais cru que Nanterre avait joué 2 matchs. Nous, on avait le record parce qu'on avait 2 matchs avec Limoges en même temps. Ah oui, c'est la même journée. Un match de Eurocup et un match de Coupe de France, c'était assez sympa. Bon, en tout cas, voilà, débat qu'on pourra. Voilà, on se donne quelques mois et puis je vous invite à revenir pour discuter de ce sujet-là dans quelques mois, voir un peu comment ça a évolué, si l'engouement est là. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Je vous avais dit 1 heure, on a fait 1h20, donc c'était prévisible. Merci à tous les trois, en tout cas, c'était très intéressant. Merci pour votre partage et vos connaissances basket. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode si jamais ça vous a
amusé en tout cas de partager tout ça. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Profitez-en bien et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao. Merci. Salut à tous. Merci.